vous propose de faire, c'est que vous puissiez toutes et toutes, c'est que vous posiez vos questions dans le module questions-réponses qui est dédié à ça, qui est dédié à la pose de questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure du webinaire et on prendra un temps à la fin pour y répondre. Celles qui concernent le replay, les dates de replay et autres, vous pouvez les poser, j'y répondrai dans la foulée. Mais celles qui concernent le contenu, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Première chose, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez tous bien? Oui? Ok, super. Parfait. Bon, on attend encore une minute ou deux que ça se connecte et puis on pourra y aller après. On y va? On est parti. Ok, donc je commence. Oui. C'est bon? Ok, bon, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans les cadres de la Semaine nationale de la dénutrition organisée par les collectifs de lutte contre la dénutrition. Et c'est un plaisir de vous parler sur les soins nutritionnels comme un droit humain. Quels sont les enjeux éthiques? Donc, je suis Diana Cárdenas, je suis médecin, praticien à l'Institut Gustave Roussy et je m'intéresse depuis de nombreuses années à l'éthique et à les droits de l'homme, aux droits de l'homme dans la nutrition clinique. Donc, je pense qu'on va passer une bonne demi-heure, 40 minutes. Je vais laisser un peu de espace pour répondre à vos questions. Donc, je vous propose trois petits parties. Tout d'abord, faire un lien, vous expliquer un peu le lien après une introduction, évidemment, je vous propose de faire les liens entre le droit de l'homme et l'éthique. Quelles sont les implications pour la nutrition clinique? On va voir que ça fait pas longtemps qu'on parle directement sur le droit de l'homme et la nutrition clinique. Et je vais vous présenter quelques perspectives. Donc, j'aimerais commencer par cette phrase, et je pense que si je vous savais devant moi, je demanderais tout de suite de lever la main à ceux qui ont déjà utilisé ou ceux qui connaissent bien cette phrase. Peut-être que tout le monde la connaît, tout le monde l'a lu, tout le monde peut-être l'a citée. Que ton aliment soit ton médicament. C'est une phrase qui a été attribuée depuis de nombreuses années à Hippocrate, Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est une phrase qui nous permet de rapprocher aliment à médicament, c'est-à-dire de mettre en avant ces pouvoirs guérisseurs des aliments. Et ces rapprochements trouvent un fondement et sa légitimité pour beaucoup de scientifiques dans cette phrase qui est attribuée, et on verra comment à tort, à Hippocrate. Il faut savoir qu'Hippocrate, donc c'est l'Antiquité, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est le père de la médecine allopathique, de la médecine occidentale telle que nous l'exerçons aujourd'hui. Donc, dans la médecine hippocratique, c'est une pensée, une type de médecine qui s'est développée dans l'Antiquité, qui avait comme originalité, où les médecins hippocratiques de cette époque se sont un peu éloignés des prêtres guérisseurs, parce que Hippocrate concevait que la nutrition n'était plus, pardon, la maladie n'était plus une punition des dieux, mais qu'il y avait une causalité, en origine,
Et cette origine était donc une dysbalance, une altération des humeurs. Et dans ces contextes-là, on pouvait avoir une nouveauté, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui pouvait aider à équilibrer les humeurs, et c'était la diète. Donc la médecine hippocratique connaissait déjà tout ce qui était saignée, intervention, remède, remède, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le pharmacon, le médicament. Mais la nouveauté pour Hippocrate, c'est la diète. Donc l'alimentation, la diète au sens large, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la santé publique. Donc dans cette diète, il y avait les régimes alimentaires. Donc les régimes alimentaires, c'est la nouveauté pour la médecine hippocratique. Donc on peut dire quelque part que la médecine occidentale allopathique qu'on exerce aujourd'hui a un point de départ commun avec la nutrition et la diététique. Dans cette médecine hippocratique, on a donc les corpus hippocratiques, qui est 70 livres qui ont été écrits à peu près en plus d'un siècle. On trouve également cette phrase, c'est une partie du sermon d'Hippocrate. Les sermons d'Hippocrate, comme on le sait, il n'a pas de valeur juridique, mais considéré comme un des textes fondateurs de la déontologie médicale. Et dans cet serment, on nous dit que Hippocrate, donc ça c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, nous dit que je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de toute mal et de toute injustice. Donc on peut voir dans cette phrase des implications ou de manière implicite les principes, qu'aujourd'hui on connaît le principe de l'éthique médicale, c'est-à-dire qu'à travers le régime, on doit chercher les biens et éviter à tout prix les mal. Donc, il y a une connotation éthique très importante. Et qu'est-ce qu'est l'éthique? On peut déjà dire qu'une première définition, que l'éthique est cette partie de la philosophie qui va étudier les actions, à savoir si elles sont bonnes ou sont pas bonnes. Et quand il s'agit d'étudier l'éthique médicale, ben, on va délimiter cette réflexion éthique sur nos actions dans la relation patient et médecin. Donc, on peut dire que cette phrase, que ton aliment soit ton médicament, nous aide à faire les liens entre médecine, éthique et nutrition, parce que chez Hippocrate, il n'y a pas de soin qui ne soit pas éthique. Tout soin doit être, c'est doit éthique, comme on vient de le lire dans la phrase du sermon hippocratique. Cependant, cette phrase n'existe pas, n'a jamais été écrite, n'a jamais été dite par Hippocrate. Et ce qui est plus important en plus, c'est que euh, pour un médecin, la médecine hippocratique, un aliment ne sera jamais considéré comme un médicament. Un aliment, c'est tout ce qui devient chair, tout ce qui devient donc partie de notre organisme. Et un médicament, c'est un produit qui est capable donc de transformer les humeurs. Donc, cette phrase, non seulement n'a jamais été dite, on ne fait pas partie du corpus hippocratique, mais c'est une mauvaise interprétation. Un aliment ne sera jamais un médicament dans la pensée hippocratique, donc il faut arrêter de citer cette phrase comme attribuée à Hippocrate. Et donc, depuis l'Antiquité à aujourd'hui, donc il y a eu plusieurs siècles qui sont évidemment écoulés, mais on peut étudier l'origine de cette discipline qu'on connaît aujourd'hui comme nutrition clinique grâce à deux concepts, deux notions, la notion des nutriments et la notion du métabolisme. Ces nutriments qu'au départ, parce qu'il y avait déjà des notions de nutriments, même chez Aristote, contemporain d'Hippocrate, il y a déjà une notion de ce qu'on extrait des aliments qui va être transformé dans le corps, dans la chair. Donc, à partir de cette notion des nutriments, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une discipline nouvelle, qui est la nutrition clinique, qui a pour but de soigner, de traiter toutes les altérations de l'état nutritionnel, principalement la dénutrition, à travers les soins nutritionnels ou la thérapie nutritionnelle. On peut se dire aussi que cette discipline qu'on appelle la nutrition clinique, c'est une science qui ne s'agit pas uniquement d'appliquer les principes de la diététique dans un champ particulier à la médecine, mais qui est tout à fait une discipline autonome, qui a son propre champ d'études et ses propres méthodes. Donc, la nutrition clinique, on peut dire que les concepts de nutriments et métabolisme permettent de comprendre la naissance de la nutrition clinique comme une discipline dans les années 60. Au moment où on arrive à les administrer de manière artificielle, dans les années 60, après des évolutions techniques et technologiques qui permettent de produire ou d'extraire ces nutriments et les administrer par une voie artificielle, il y a les points de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui la nutrition clinique. Et ces rapprochements des nutriments administrés par voie artificielle aux médicaments et sa conception comme une intervention médicale vont surgir aujourd'hui des enjeux et des questionnements éthiques.
Ça veut dire que les questions éthiques aujourd'hui ont un point de départ épistémologique parce que cet nutriment, cette alimentation qui évidemment peut être conçue comme un soin, mais qui est sans doute une intervention médicale, c'est cette manque de clarté sur les statuts de cette thérapie font en partie, de mon point de vue, émerger des questionnements éthiques. Donc, quels sont les questionnements ou les enjeux éthiques en nutrition clinique? Évidemment, il y a plusieurs, mais moi, j'ai voulu proposer trois types ou trois contextes où il y a des enjeux éthiques en nutrition clinique. Tout d'abord, dans les contextes de politique publique, et on est là dans une démarche de politique de santé publique, la semaine de la dénutrition au niveau national. Ensuite, dans le champ de l'enseignement et dans la pratique clinique, je vais vous donner un peu d'éléments sur chacune avant de rentrer dans le lien entre droits de l'homme et éthique. Donc, dans le contexte de politique publique, on a la chance en France d'avoir le PNNS 4 qui établit des objectifs chiffrés pour réduire non seulement l'obésité, mais aussi la dénutrition. Et la France, c'est un des rares pays où il y a une politique claire qui s'adresse à la dénutrition. Et certes, ça peut être discret parce qu'il y a cette semaine de la dénutrition, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore sur le plan de politique publique. Mais il y a déjà ça. Il faut dire qu'il y a on va publier, ça a été déjà accepté avec l'équipe de Diagrammish au Canada, une review systématique sur les politiques en santé publique qui adressent la dénutrition au niveau global. Et on a mis en évidence le manque de politiques de santé publique au niveau national qui s'occupent donc de la dénutrition. Donc en France, on a cette PNNS qui est la feuille de route de l'État en matière de nutrition et santé. Et donc les enjeux éthiques sont multiples, comme les enjeux peuvent être aussi multiples dans la santé publique en général, et il peut y avoir aussi donc autres spécifiques à la nutrition clinique. Ces enjeux donc sont liés à la participation des institutions, à la mutualisation des pratiques, à la nécessité de placer l'individu comme sujet dans les centres de l'action et s'effondrant sur des critères éthiques du respect de la personne. Et donc, on peut avoir des repères éthiques qui sont alors de deux types. D'une part, ces repères qui ont donc comme l'individu comme le centre de l'action, et c'est qui se fondent sur les critères éthiques de respect de la personne, et l'autre qui se centre sur le respect de la justice et l'équité. Donc, on peut se poser la question, comment les politiques publiques centrées sur la dénutrition peuvent participer au sens large à la santé publique dans son ensemble. Donc ça, c'est une première partie. On sait que les politiques de santé publique ne sont pas adressées au niveau international. Si on regarde bien les objectifs de développement durable, dans aucun de but, il est mentionné la dénutrition liée à la maladie. De pareil, c'est pour la décennie d'action pour la dénutrition. La problématique de la dénutrition liée à la maladie n'est pas prise en compte. Et ces politiques internationales au niveau global s'adressent surtout à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire à la dénutrition liée aux facteurs socio-économiques, mais jamais aux soins nutritionnels. À peine récemment, l'OMS, avec la Société européenne ESPEN, a mis une fact sheet, un document de politique qui reconnaît l'importance de cette problématique. Mais c'est récent, cette année. Avant ça, si vous regardez dans toutes les politiques au niveau global des organisations internationales, aucune de ces politiques s'adresse à la dénutrition. Quelles sont les conséquences des manques d'inclusion de la dénutrition dans les politiques de santé publique? Donc, la principale conséquence, c'est que les patients vont avoir un accès limité aux soins nutritionnels. On sait aujourd'hui que la dénutrition, on peut la traiter, ça peut se soigner si on met en place les soins nutritionnels. Ces soins nutritionnels vont passer par des actions concrètes, telles que le screening ou la détection précoce du risque de dénutrition, un diagnostic, la mise en place d'un plan nutritionnel, on va dire sur quelle voie on va administrer la nutrition, et l'administration de la nutrition artificielle ou une alimentation et le monitoring de cette alimentation. Donc, si on n'a pas des politiques et des programmes et des actions concrètes, les patients vont avoir la principale conséquence de ne pas avoir accès aux soins nutritionnels. Et cela peut avoir donc des implications éthiques parce qu'on ne va pas respecter le principe de l'éthique médicale. Et en dernier moment, on va avoir une implication de la dignité humaine et on va voir plus loin comment cette notion de dignité humaine est centrale dans la pratique de la nutrition clinique. Et c'est là donc qu'on a un premier lien avec les droits de l'homme,
c'est-à-dire si on protège, si on respecte ces principes et la dignité humaine, on va pouvoir utiliser les droits de l'homme comme fondament. Donc, quels sont les enjeux éthiques dans l'enseignement? Donc, pour moi, ça me paraît très important et évident de le mentionner. En France, la nutrition a été incorporée dans la spécialité de EDN, l'endocrinologie, diabétologie, nutrition. Ce n'est pas particulier à la France, à l'Espagne aussi, l'endocrino est lié à la nutrition. Mais en France, on sait que la plupart de ces médecins ne vont pas s'intéresser à la dénutrition, à la prise en charge de la dénutrition. Donc, je me pose la question sur comment répondre à la dénutrition. Sont professionnels préparés à la prise en charge de cette maladie? C'est une question ouverte à réfléchir. Ensuite, quels sont les enjeux éthiques en nutrition clinique dans la pratique clinique courante? Et peut-être que là, on est plus sensibilisé, on n'a plus l'habitude d'analyser ces enjeux éthiques dans la pratique clinique. Et on sait aujourd'hui qu'il est possible de nourrir toutes les personnes malades. Ce n'est pas parce que techniquement c'est possible qu'éthiquement on doit le faire. On doit se poser les bonnes questions. Et parfois, ça passe à se questionner sur comment arrêter, quand commencer ou quand arrêter une thérapie nutritionnelle, comment faire face à des ressources limitées. En France, peut-être, ce n'est pas notre cas, mais dans beaucoup de pays, les ressources sont limitées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et très important, quelle est ma responsabilité face à un patient dénutri? Qu'on soit médecin, diététicien, euh, praticien, etc., quelle est ma responsabilité face à cette patient très vulnérable qui est un patient dénutri? Donc, de manière rapide, je voulais mettre un exemple sur les enjeux dans la pratique à travers un très rapide cas clinique. C'est un patient que j'ai actuellement dans mon service. C'est Monsieur B, qui a 59 ans, un diagnostic d'un adénocarcinome du cardia, qui est en progression après une première ligne de traitement, qui n'arrive plus à s'alimenter parce qu'il y a un blocage alimentaire. Et donc, impossible d'utiliser la voie digestive et il présente une dénutrition sévère avec plus de 20 kilos en 3 mois. Et la famille sollicite une nutrition. C'est à la demande de la famille, même pas de son oncologue traitant, mais la famille souhaite être alimentée. Donc, tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, il a une indication à une nutrition parentale. C'est un patient qui est à peine en première ligne, dans un cas cardiaque métastatique, qui a probablement une espérance de vie supérieure à 3 mois. Le patient, malgré la perte du poids très importante, il est en bon état général. Donc, il faut se poser la question, y a-t-il une bonne indication? L'indication est posée ou pas? Quel est le but? Si on dit, OK, le patient, il y a une indication à la nutrition, quel est le but? Pourquoi on l'alimente? C'est-à-dire, il faut savoir le souhait, il faut connaître les patients. Là, j'ai laissé exprès les marqueurs et les mutations des patients parce que souvent, on connaît très bien les caractéristiques des tumeurs, mais on connaît moins bien les patients. Donc, c'est une invitation à savoir qu'est-ce que le patient veut, comment il souhaite être nourri, est-ce que ça l'intéresse, comment il voit sa prise en charge. Donc, ça va nous aider à répondre à la question, quel est le but de la nutrition? Pourquoi on le nourrit? On veut peut-être prolonger un peu sa survie, c'est toujours possible, il est au début de première ligne. On veut améliorer sa qualité de vie, on veut qu'il revienne moins à l'hôpital. Mais il faut pouvoir établir clairement un but. Est-ce que le patient a donné son consentement? Là, on pense que la famille, mais est-ce que le patient le veut vraiment? Une fois ces 3 questions, parce qu'il faut être sûr qu'on a bien expliqué à la famille et aux patients que la nutrition, c'est une intervention médicale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un soin, ce n'est pas uniquement un aliment qu'on passe par une voie, par un cathéter, mais c'est une intervention médicale avec un but précis. Et ensuite, on va pouvoir, alors, s'il y avait un enjeu quelconque, là, il n'y en a pas, mais s'il y avait un problème, une discordance ou un dilemme éthique, on pouvait analyser d'après les principes de l'éthique, à savoir si on respecte l'autonomie du patient, si on pense qu'on va faire du bien, si on va éviter de faire de mal, et s'il y a une équité et un équilibre des justices. Donc, pour ces patients qui est donc dénutri sévère, on doit reconnaître notre responsabilité médicale de la traiter cette dénutrition et cette responsabilité est présente parce qu'on reconnaît que le patient est vulnérable. C'est un patient qui souffre dans sa corporité, un patient fragile. Et cette vulnérabilité n'est pas uniquement une vulnérabilité dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire qui m'oblige à les protéger, mais une vulnérabilité éthique qui me met face à cette responsabilité de traiter.
Cette notion de vulnérabilité, de sens point éthique, implique qu'on est tous vulnérables, parce qu'à un moment de notre vie, on va tous avoir besoin de l'autre pour une partie de notre vie. Donc, face à cette vulnérabilité très particulière du patient dénutri, nous, personnel soignant, on doit être responsables. Donc, il s'agit de traiter Monsieur B avec une intervention qui est clairement médicale, de tenir en compte dans les principes de l'éthique de la médecine et de reconnaître nos responsabilités et notre vulnérabilité dans son dernier moment pour respecter et pour protéger la dignité de cette patiente. Et donc là, je vous invite à se centrer sur cette phrase, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde, parce que souvent, on n'appelle pas la nutrition comme on devrait l'appeler. La nutrition, même si ça reste un soin, parce qu'il y a un aliment, un nutriment, et il y a une connotation et un symbolique très importante, on ne peut pas l'oublier, ça reste quand même la source de la vie, mais c'est quand même aussi une intervention médicale. Et donc, on doit nommer les choses correctement. Donc, cette approche éthique centrée sur les patients, les soignants, la famille, doit mettre donc au centre de cette prise en charge la notion de dignité humaine. De dignité humaine, la notion, parfois on l'utilise pour protéger tout le contraire. Ceux qui sont à faveur de l'euthanasie les font au nom de la dignité humaine. Ceux qui sont contre l'euthanasie les font également au nom de la dignité humaine. Mais c'est quoi la dignité humaine? Très rapidement, c'est la valeur intrinsèque de tous les êtres humains. Il y a la notion, vous rappelez, la philosophie kantienne, où la dignité est le fait de la personne ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin en soi. Donc, la notion de dignité humaine est centrale dans la pratique de la nutrition clinique parce qu'on doit savoir, on doit connaître ses patients, identifier ses besoins, ses préférences et informer correctement les patients pour qu'ils puissent prendre la meilleure décision avec nos soignants concernant cette intervention médicale qu'on appelle nutrition artificielle. Donc, la dignité humaine, il y a différentes facettes de cette notion qui sont des références majeures pour l'éthique. Et la protection de la dignité humaine est le fondement des droits de l'homme. Et nous, on sait, c'est l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Et je dirais aujourd'hui, dans ce monde très révolté, où il y a des guerres, où il y a des extrémistes qui arrivent au pouvoir, etc., on doit s'accrocher aux droits de l'homme. J'ai envie de dire qu'on ne doit pas uniquement croire, parce que je pense, de mon point de vue, ils ont déjà fait ses preuves, mais on doit reconnaître sa valeur. Et en médecine, on a cet outil qui est les droits de l'homme pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, on reconnaît ce premier article des droits de l'homme, mais on sait que ce n'est pas forcément facile à protéger ces droits de l'homme. Donc, la première question à se poser, c'est pourquoi avons-nous besoin d'une approche fondée sur les droits de l'homme en nutrition clinique? Parce qu'on sait que les patients n'ont pas toujours accès aux soins nutritionnels et que ça a des implications éthiques par le non-respect des principes de l'éthique médicale et la violation de la dignité humaine. Donc, le droit de l'homme se présente comme un outil pour favoriser l'accès aux soins nutritionnels et respecter la dignité humaine. C'est quoi les droits de l'homme? Très rapidement, les droits de l'homme, c'est des normes qui permettent à tous les individus de vivre dans liberté, égalité, paix et justice. Pourquoi sont importantes? Parce que c'est un minimum nécessaire pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Et on sait que tous les droits de l'homme sont universels, inaliénables, interconnectés, indivisibles et non discriminatoires. On a tous les mêmes droits uniquement parce que nous sommes humains. Il y a une relation très étroite entre la santé et les droits de l'homme. D'une part, on sait qu'il est possible de promouvoir ou violer les droits de l'homme par le développement de la santé. Et d'autre part, il est possible de... Ok, donc je pense que j'étais là, peut-être un petit peu avant, mais Non, bon, je non, réponds sur tes... ouais, vous étiez là. Ok. Donc, je suis désolée hein, pour cette interruption. J'espère que tout le monde va revenir. Euh, donc, j'étais à expliquer les liens entre la santé et les droits de l'homme. Ça doit s'informer et s'inspirer mutuellement. Il est possible, donc, d'une part, réaliser la promotion ou la violation des droits de l'homme par le développement de la santé. Et d'autre part, il est possible on sait que les violations des droits de l'homme entraînent de la maladie.
Et il est aussi, on sait qu'il est possible de réduire la vulnérabilité à la maladie par les droits de l'homme si on protège donc l'accès à la santé, à l'éducation et notamment à l'alimentation. Donc, je vais vous expliquer maintenant le lien ou un peu l'historique de cette approche fondée sur les droits de l'homme en nutrition clinique. Pour moi, ces points de départ, donc c'est à peu près un peu plus de 20 ans, la résolution 2003 de l'alimentation dans les hôpitaux du Conseil de l'Europe, des ministres, comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui met en évidence la nécessité d'agir face à la nutrition dans les hôpitaux. En Amérique latine, de moments particuliers vont utiliser aussi cette approche pour se mettre d'accord avec des objectifs communs, la déclaration de Cancún au Mexique et une dizaine d'années après la déclaration de Carthagène en Colombie, où on va dire, OK, il y a peut-être un nouveau droit humain qu'on doit protéger, c'est l'accès aux soins nutritionnels dans les hôpitaux. À partir de ce moment-là, en 2019, on crée un groupe international de travail qui a des représentants donc, de différentes sociétés, la société américaine Aspen, la société européenne Aspen, latino-américaine FELAMPE et l'asiatique PENSA. Et dans ce groupe de travail, on va étudier d'une manière académique cette approche entre la nutrition clinique et les droits de l'homme. Et on décide de créer un document global qui va être signé donc, au Congrès de la Société européenne Espagne en 2022. Et on a appelé les documents la Déclaration de Vienne. Ça a été signé à la ville de Vienne, en Autriche. Et c'est 75 pays qui se mettent d'accord pour reconnaître qu'on doit agir, et en utilisant l'approche fondée sur les droits de l'homme, pour promouvoir l'accès aux soins nutritionnels. Ce moment en 2022, c'est juste une déclaration, évidemment, et c'est pas non legally binding, et ça s'engage rien sur le plan juridique, mais c'est un compromis commun. Et à partir de ce moment-là, il y a différents plans d'action qui se mettent en route pour transformer ces principes qu'on veut dans la déclaration de Vienne sur des actions concrètes et communes. Donc, on dit, donc à partir de 2020 à peu près, on dit qu'il faut différencier l'accès aux soins nutritionnels du droit à la santé, des droits à l'alimentation. Évidemment, si tous les droits sont interconnectés, on doit concevoir ces liens, ces droits humains liés au droit à la santé et au droit à l'alimentation, mais on doit pouvoir faire une différence. Donc, dans ces deux schémas, on a tout d'abord un parcours qui a été dessiné par la FAO, allant d'un accès alimentaire inadéquat à des différentes formes de malnutrition. Donc, le point de départ, c'est la sécurité alimentaire qui va amener à une alimentation insuffisante et, en conséquence, la dénutrition. Mais le point de départ, c'est le manque d'accès à l'alimentation saine. En point B, on a un parcours de la maladie à la nutrition qu'on avait, illustré. Et les points de départ, c'est la maladie. L'inflammation, les altérations métaboliques qui vont induire une diminution des ingestats, évidemment, et des altérations métaboliques qui vont conduire à un type de dénutrition très particulière qui est la dénutrition liée à la maladie. Donc, il faut différencier ces deux parcours, d'une part la sécurité alimentaire et d'autre part la maladie. Donc, ces deux parcours différents ont besoin de approches différentes. Donc, on sait que si on parle d'insécurité alimentaire, on sait que pour protéger les gens de la faim, on a le droit à l'alimentation. Ces droits à l'alimentation impliquent que l'État doit mettre en place et en œuvre tout le nécessaire pour que la personne puisse accéder, puisse acheter avec le travail, avec des options. La personne doit accéder à l'alimentation qu'elle va choisir en fonction de l'éducation, en fonction de ses besoins, de ses goûts. Donc, la personne a le droit à s'alimenter et l'État doit mettre tout en œuvre pour accéder à cette alimentation. Si on accompagne de départ la maladie, les patients ne vont pas pouvoir s'alimenter d'elles-mêmes. Il a besoin des experts qui vont lui dire, vont déterminer la meilleure manière d'intervenir sur le plan médical. Et dans ces cas-là, on a besoin, donc on peut dire que le patient a le droit à être alimenté. Pas à s'alimenter, mais à être alimenté. Et donc, c'est là l'écart entre s'alimenter et être alimenté. Donc, c'est là où on dit on peut alors reconnaître l'émergence d'un droit, le droit à l'accès aux soins nutritionnels. Donc, les droits à la santé et les droits à l'alimentation sont liés et au centre, on trouve les droits aux soins nutritionnels. Et on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 25, un article commun à ces droits à la santé et droits à l'alimentation. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, son bien-être, et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, etc., etc.
Et donc, quand on dit que l'accès aux soins nutritionnels peut être considéré comme un droit, on met au centre de l'action la personne, le respect de la dignité, les valeurs intrinsèques de cette personne, et on dit alors que les soins sont à l'intersection de ces deux autres droits fondamentaux qui sont bien reconnus au niveau international et qui créent des opportunités pour mettre en œuvre des législations, des politiques et des programmes. Si on dit que les droits aux soins nutritionnels peuvent être reconnus comme un droit, on doit pouvoir les décrire, les définir. Et comme tout autre droit humain, on les définit par un fondement, par un champ d'application et en identifiant les porteurs d'obligations et des devoirs. Donc, tout d'abord, les contenus, la portée des droits aux soins nutritionnels. On peut dire que les soins nutritionnels, en tant que droit de l'homme, impliquent le devoir de garantir l'accès aux soins nutritionnels et en particulier à une thérapie nutritionnelle, notamment aux malades souffrant ou à risque de dénutrition, pour réduire les taux élevés de nutrition et la morbimortalité associée. Et en dernier point, ce qu'on veut, c'est accéder, que les patients à risque et qui ont besoin puissent accéder aux soins nutritionnels. Donc, la mise en œuvre de ces droits nécessite les actions suivantes: le dépistage de la dénutrition, le diagnostic et l'évaluation complète, la mise en place d'un plan de soins nutritionnels et la manière de suivre ces soins nutritionnels. Donc, quel est l'impact de l'approche fondée sur le droit de l'homme pour la nutrition clinique? Comment ça peut l'impacter? Donc, on sait qu'on peut identifier les porteurs d'obligations et des devoirs, donc tout le monde est concerné. Les patients qui sont au centre de l'action vont être les bénéficiaires de ces droits, les professionnels, les sociétés scientifiques et les gouvernements. Donc, cette approche permet la valorisation de la place de la nutrition dans les politiques de santé publique et on va pouvoir promouvoir l'accès aux soins nutritionnels par une double action. D'une part, promouvoir la démarche centrée sur les patients, mettre au centre des actions les patients, avec toutes les implications éthiques qu'on a mentionnées, et combler ou fermer l'écart entre les décideurs politiques et les scientifiques, ceux qui font les règles et les lois, et nous, scientifiques. Donc, tout d'abord, sur ces démarches centrées sur les patients, on doit pouvoir tenir compte des principes de l'éthique et des principes liés aux droits de l'homme, comme le respect de la dignité humaine, l'équité, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Pour qu'un patient puisse prendre une décision réellement autonome, il doit être informé correctement sur la qualité des soins nutritionnels ou de la thérapie nutritionnelle, qu'il s'agit bien d'une intervention médicale. En ce qui concerne donc combler l'écart entre scientifiques et décideurs politiques, la déclaration de Vienne promue par la Société européenne ESPEN lors de son congrès en 2022 a été, de mon point de vue, un succès parce qu'il a réussi à réunir au moins 75 sociétés dans le monde pour signer, pour se mettre d'accord sur ces documents. C'est un document qui est non juridiquement contraignant, mais qui fonde une vision commune sur ce qui doit être la nutrition, sur ce qu'on doit promouvoir, l'accès aux soins nutritionnels. Ce document est fondé sur les instruments internationaux des droits de l'homme et de la bioéthique. Il a des objectifs qui est promouvoir le respect de la dignité humaine à travers les soins nutritionnels, définir les valeurs et sensibiliser sur la dénutrition. Il se base sur cinq principes. Le premier qui est le développement de politiques de santé publique. Le deuxième, l'éducation de la recherche, les valeurs en nutrition et en éthique, une culture institutionnelle. Et le cinquième qui va promouvoir donc l'autonomisation et l'éducation des patients. Donc, ces cinq principes qui sont établis dans la déclaration de Vienne qui nous disent qu'est-ce qu'on veut faire, mais ils ne nous disent pas comment. Donc, il nous faut des programmes d'implémentation, de savoir comment passer de ces principes à l'action. Et c'est ce qu'on fait dans plusieurs sociétés. La société européenne a travaillé pendant plus d'1 an avec l'OMS. Et grâce à cette collaboration, aujourd'hui, l'OMS Europe prend en charge cette problématique au sérieux. Et on a publié un document de politique que vous pouvez télécharger gratuitement sur les sites de l'ESPEN, mais aussi sur les sites de l'OMS, où on reconnaît l'importance de la dénutrition et on dit que c'est un moment de l'action. Il faut agir et pour cela, il y a des recommandations. Donc, c'est un premier pas qui vient comme conséquence de toutes ces actions et comme conséquence de cette approche fondée sur le droit de l'homme.
Autres sociétés aussi, les sociétés au Canada, les Américains, les Espagnols, les Latinos, ils ont tous fait différentes démarches pour promouvoir justement cet accès aux soins nutritionnels. Donc, je vous invite à connaître cette feuille de politique de l'OMS, mais aussi à vous rapprocher des différentes initiatives, à connaître nos activités pour vraiment intégrer dans vos pratiques et pour pouvoir utiliser cette approche des droits de l'homme dans vos pratiques de la nutrition ou dans votre champ de compétences. Donc, je vais conclure avec ces trois messages clés amenés à la maison. Les soins nutritionnels doivent être considérés comme un droit humain intrinsèquement lié au droit à l'alimentation ainsi qu'au droit à la santé. Vous avez besoin de cette approche fondée sur les droits de l'homme en nutrition clinique parce qu'il pourrait garantir que les principes, les valeurs et les normes des droits humains se concrétisent dans la pratique clinique. Et les droits humains en nutrition clinique pourraient contribuer globalement à la construction d'une perspective éthique, politique et juridique des concepts des soins nutritionnels. Pour finir, avant de quelques invitations concrètes, finir avec cette phrase, je peux affirmer que la nutrition comme objet éthique est enfin en mesure de se présenter comme un soin dans la pratique médicale. Et je vais remercier donc mes amis, mes collaborateurs de ce groupe international. Ce groupe international de travail avec des représentants, vraiment des gens au niveau global. Tous les ans, on organise une webinaire les jours international des droits de l'homme. Donc, les prochains, c'est le 10 décembre à 18 heures. On va parler sur les inégalités et comment avancer la nutrition clinique. Donc, je vous attends et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'ESPEN. Et puis, vous pouvez vous connecter. Je vous attends tous pour cette webinaire le 10 décembre. J'ai aussi une deuxième invitation avec la Société francophone, la CFNCM. On va lancer un espace éthique. Dans 15 jours, lors des JFN à Strasbourg, on va mettre en place, on va vous présenter cet espace éthique qui a pour but donc de créer un espace de réflexion sur tous ces enjeux éthiques que je vous ai un peu résumé rapidement. On espère que cet espace va nous permettre de réfléchir et d'agir ensemble face aux enjeux, aux dilemmes éthiques de la pratique de la nutrition clinique. Voilà, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Diana. C'est très original comme angle d'approche. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc dans le module dédié, il y avait quelques questions qui avaient été posées en amont, avant la coupure. On les a plus du coup. Donc n'hésitez pas à les remettre. N'hésitez pas à les remettre là où c'est dédié. Et je vais commencer par répondre à la question de Géraldine. Bonjour, un grand merci pour cette belle présentation. Pourrons-nous avoir accès à la présentation? Merci. Oui, on vous la transmettra dans les mails dans les mails de remerciement et vous aurez aussi accès au replay sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Alors, allez-y, on a encore pas mal de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. On a raté les questions au départ, c'est dommage. Ouais, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux les retrouver. Alors, plus largement, alors on a une question de Aline Victor. Plus largement, que pensez-vous de la place des textures modifiées dans l'éthique, même si ça sort du champ clinique? J'ai pensé quoi, pardon? J'ai pas entendu. Plus largement, que pensez-vous de la place des textures modifiées dans l'éthique, même si cela sort du champ clinique?
je ne sais pas si la personne est connectée, qui pourrait m'expliquer un peu plus l'essence de la question. Je ne n'arrive pas à identifier une question. Les modifications des textures, bah, si on a besoin de modifier la texture, il faut adapter. Mais il y a rien de il y a pas d'enjeu éthique, si, telle que la question est posée, je vois pas peut-être que la personne pourra être plus explicite. Mais si on a besoin d'adapter la texture, bah, il faut le faire et les patients doivent la recevoir. Je vois pas de problématique à en soi aux textures modifiées. Aline, si vous êtes encore sur le webinaire, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser votre question? Peut-être que le sens, c'était parce que le fait de systématiser les textures, euh, les textures modifiées, c'était ça? Bah, on va pas les systématiser, c'est au cas par cas, c'est individualisé. On doit adapter l'alimentation aux problématiques particulières des personnes. Donc, il y a pas de pas pour tout le monde, modifier les textures, ça c'est clair. Ok, bon, bah, c'était ça le sens de la question. On a un message de Géraldine. Merci beaucoup pour merci, cette présentation nous donne des idées pour un sujet de réflexion pour notre groupe de réflexion éthique au centre Léon Bérard de Lyon. Bon, bah, enchantée, hein, si ça vous inspire, je suis ravie de pouvoir partager ça et d'autres, d'autres réflexions, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions supplémentaires? Alors, moi, j'en ai peut-être une pour vous, Diana. Qu'est-ce qui vous a donné envie de croiser votre expertise de médecin avec celle des droits humains? Bon, bah, c'est une super question. Heu, disons que je vais la faire courte parce que sinon je peux passer 20 toute la le reste de l'après-midi. En fait, dès mes jeunes études, dès que j'étais en 3 année de médecine, j'ai eu un cours d'éthique et là j'ai compris l'essence de la médecine, j'ai compris pourquoi je voulais être médecin. Et donc, je commençais à étudier l'éthique, et à me poser des questions éthiques parce que, comme déjà identifié depuis l'Antiquité, il n'y a pas de soins non éthiques. Tous les soins, il y a une éthique impliquée et on devrait faire toujours des bons soins ou chercher à des bons soins. Donc, j'ai toujours eu cette réflexion. Et après, j'ai connu la nutrition et je me suis rendu compte tout ce qu'il y avait, les liens entre éthique et nutrition. Et donc, depuis toute ma carrière, j'ai voulu faire c'est lié entre éthique et nutrition et donc j'ai fait une thèse donc de philosophie où je me suis questionnée sur la place de la nutrition dans la médecine et très vite est surgit cette idée de faire le lien entre éthique et droits de l'homme à travers la notion de dignité et le respect de la dignité dans les soins nutritionnels, c'est un champ à étudier en fait. Je me suis posé des questions, j'ai réfléchi un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire sur comment respecter la dignité humaine lorsqu'on nourrit quelqu'un de manière artificielle. Donc, je vous donne des idées dans les centres d'éthique, des centres qui nous écoutent. Bah, c'est des notions à vraiment aller chercher, à les fouiller vraiment dans le domaine des nutrition clinique parce que ça n'a jamais été fait. En tout cas, très peu. Je l'étudie, je continue à réfléchir, mais c'est tout un champ à explorer. Super, merci beaucoup. On a une question de Fabien Rovinati. Si un patient est en soins palliatifs avec une espérance de vie estimée initialement à moins de 3 mois, puis nous nous rendons compte que le patient arrive à vivre plus longtemps, la pose d'une alimentation entérale peut-elle être rediscutée? Donc, il est estimé à moins 3 mois, mais finalement, non. Donc, Oui, finalement, c'est c'est ça. plus de Il est 3 mois. estimé à moins de 3 mois, plus en fait le patient vit à une espérance de vie qui est plus longue, vit plus longtemps.
J'ai envie de répondre, parce que tout d'abord, c'est la difficulté hein, d'établir l'espérance de vie. C'est extrêmement difficile hein, de dire si le patient il reste un mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. C'est très, très difficile. Donc, c'est la première question piège, c'est ça, plus ou moins 3 mois. Difficile à établir. C'est pour ça que ça doit être vraiment au cas par cas et expliquer au patient que c'est une intervention, qu'il y a des risques, des bénéfices et quel est le but, nous, pour nous, et quel est le but pour le patient de débuter ou d'arrêter une nutrition artificielle. Donc, évidemment, il y a des études, notamment à l'INCA, et ça a été démontré qu'il n'y a pas de bénéfice de nutrition artificielle parentérale s'il y a une espérance de vie inférieure à 3 mois, mais ça doit rester quand même individuel. Il faut faire vraiment les cas par cas, c'est poser les bons objectifs, en fait. On a eu un commentaire de Cécile. Bonjour Diana, merci pour cette super présentation. Effectivement, cette réflexion doit vraiment être approfondie individuellement et collectivement. Merci Cécile. Ouais. Non, pas de questions supplémentaires? Ok, bon, Diana, si vous voulez dire un dernier mot peut-être, ou sinon on peut couper le webinaire. Merci pour votre connecté. Et puis, je pense que c'est un sujet qui doit nous intéresser tous. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur les champs d'éthique, les droits de l'homme en nutrition clinique. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, comme on le mentionnait en début de séance, le webinaire sera disponible en replay et on vous transmettra également la présentation utilisée aujourd'hui. Merci beaucoup et encore désolé pour le petit couac. Euh, vous aurez bien les deux parties à disposition sans aucun problème. Merci Merci beaucoup. Alain. À Merci, au revoir. bientôt.